Bonjour à tous, petite vidéo donc comme promis sur la suite du cours sur la dérivation et ses applications. Alors je reviens quelques secondes sur les activités préparatoires. Nous avions vu dans l'activité numéro 5, vous pouvez regarder sur votre fiche que vous avez à la maison, nous avions vu une courbe et nous étions posé la question, mais quel était le signe, quel serait le signe de la dérivée pour cette fonction ici? Et on avait convenu que lorsque la courbe monte, bien évidemment la tangente ne pouvait être que montante aussi, donc le nombre dérivé, qui est le coefficient directeur de la tangente, ne pouvait être que positif. Et donc, intuitivement, avec un peu de réflexion et de bon sens, on avait conclu que lorsque la fonction était croissante, eh bien la dérivée ne pouvait être que positive, et bien évidemment, dans le cas contraire, lorsque la fonction était décroissante, la dérivée semblait bien évidemment être négative. Voilà, et bien c'est cela que nous allons mettre en place dans le cours, avec ici la propriété réciproque, qui est une propriété fondamentale de l'analyse en mathématiques. Voilà, donc je passe maintenant au cours, je vous ai envoyé ce document sous format PDF, et donc nous allons le remplir ensemble. Pour ceux qui ont essayé tout seuls, vous êtes très courageux, mais j'avoue que c'est un petit peu délicat de trouver seul les réponses ici. Alors allons-y, dérivation et variation. Donc propriété que je viens d'évoquer, donc soit f une fonction dérivable sur l'intervalle, si f est strictement croissante, alors la dérivée est positive, éventuellement nulle. Alors ça on verra après, on se demande comment peut-elle être nulle alors que c'est strictement croissant. Eh bien, vous l'avez sur le format PDF, avec des espèces de toboggans, montant ou descendant. C'est l'endroit où la descente ou la montée, ici, fait une pause et repart. Alors, si f est strictement décroissante sur i, alors f' est inférieur ou égal à 0. Alors, la démonstration, ici, eh bien, on fait dans le cas croissant, vous pouvez le faire dans le cas décroissant de la même manière en dessous, on va aller un peu plus vite pour le cas décroissant, mais pour le cas croissant, on va ici aller tout doucement. Donc on se place ici sur un endroit A de l'intervalle I, et ici, on s'intéresse bien sûr à f' de A. Or, f' de A, c'est la limite de l'accroissement moyen, f de A plus h moins f de A sur h. Voilà, ça c'était le petit rappel. Donc que se passe-t-il? Eh bien, si h est positif, alors a plus h est plus grand que a, bien sûr. Si h est positif, c'est une évidence. Ainsi, f de a plus h sera bien sûr plus grand que f de a. La fonction est croissante. Même chose, si h est négatif, alors a plus h est ce coup-ci plus petit que a. Ainsi, f de a plus h est plus petit que f de a, puisque ici, a plus h est plus petit que a. Par croissance, encore une fois. Dans les deux cas, qu'est-ce que l'on a dans les deux cas? Eh bien, dans les deux cas, f de a plus h moins f de a sur h est positif. Alors là, il faut bien réfléchir. Évidemment, dans le premier cas, quand h est positif, eh bien le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Alors, plus divisé par plus, ça fait plus. Alors dans le deuxième cas, eh bien f de a plus h est plus petit que f de a, donc f de a plus h moins f de a est négatif. Mais attention, h est aussi négatif. Donc moins sur moins, c'est positif. Donc dans les deux cas, l'accroissement moyen est positif. Eh bien, la limite d'un accroissement moyen qui est tout le temps positif ne peut être qu'un nombre positif. On ne peut pas sauter comme ça dans un nombre négatif. Donc, à la rigueur, ça peut être nul. Donc on admet que la limite f' de a, quand h tend vers 0 de ces nombres, tous positifs, est un nombre positif ou nul. Donc cette limite est positive ou nulle. Conclusion, eh bien f' de a est positif ou nul. D'accord? Donc j'enlève les derniers ici. Donc si f est strictement décroissante sur i, on montre de même que f de a plus h moins f de a négatif. Je vous conseille de le faire, d'essayer de faire la rédaction dans le cas ici décroissante. Je vous montre ici des solutions. N'oubliez pas d'utiliser la touche pause pour revenir sur des explications. Moi j'avance. Donc voilà les toboggans. Donc là c'est une stricte croissance à gauche. Alors la dérivée s'annule deux fois. Et ici on a une décroissance stricte et la dérivée s'annule une fois. Voilà. Alors application.
Application, si vous avez regardé, je vais le faire rapidement, hein, donc numéro 15, je vous laisse lire, je donne les réponses. Quel est l'ensemble de définition de f? Moins 10, 10, bien sûr. Peut-on comparer f de moins 5 et f de moins 3? Bien sûr, hein, on peut les comparer, ils sont sur le même intervalle de croissance. Donc f de moins 5 est strictement plus petit que f de moins 3. Ensuite, f de moins 1, f de 5, moins 1 est ici, 5 est de l'autre côté de 0, du coup ils ne sont plus sur la même variation, on ne peut pas les comparer, tout est possible. Et f de moins 5 et f de 6, bien moins 5 est sur cet intervalle, f de 6 est sur cet intervalle, ils sont sur deux intervalles différents. Quand on regarde entre moins 8 et 2, moins 1 et 0 est compris entre moins 8 et 2, est à l'intérieur, tout est possible, on ne peut pas se prononcer. Par contre, quel est le signe de f' de x sur moins 10, moins 3? Eh bien, on applique le théorème. Sur moins 10, moins 3, la fonction étant croissante, la dérivée est donc strictement ici positive ou éventuellement nulle. Sur moins 3, 0, même chose, elle est strictement négative ou éventuellement nulle en certains endroits. Et enfin, sur 0, 10, strictement positive ou nulle à certains endroits. Donc, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, le théorème fondamental de l'analyse dont je parlais tout à l'heure, c'est le théorème réciproque. C'est-à-dire que ici, si on a le signe de la dérivée, on peut en déduire les variations. Donc soit f, une fonction définie dérivable sur un intervalle i. Si f' est tout le temps nul, eh bien la fonction est constante ici, sur tout l'intervalle. On retrouve ici la dérivée des fonctions constantes. Si f' est strictement positive pour tout x, sauf éventuellement pour un nombre fini de valeurs, donc ça c'est l'histoire du toboggan, hein, eh bien elle est strictement croissante, donc le toboggan qui monte. Et si f' strictement négative, pour tout x de i, sauf éventuellement pour un nombre fini de valeurs, alors là c'est le toboggan qui descend. Voilà, elle est strictement décroissante. Alors bien comprendre les hypothèses, hein, là j'ai fait le cas où la dérivée s'annule sur tout un intervalle, et bien regardez, ça nous fait ici d'un seul coup une plateforme horizontale, et là on ne peut pas parler de stricte croissance. Là c'est pas de stricte croissance, c'est de la croissance seule. Alors, dans un tableau, lorsqu'on fait une flèche, c'est une stricte croissance. C'est une convention à retenir, donc ça n'a pas besoin de détailler, vous avez juste à lire ici. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie, dérivation et extrémum. Comment on détecte des extrémums avec la dérivée? Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un extrémum. Donc, il y a maximum, minimum. Donc, qu'est-ce qu'un maximum? Vous l'avez lu, hein, c'est ici, sur un intervalle D, c'est une image prise en alpha, et telle que toutes les autres images sont inférieures ou égales à cette image f de alpha, c'est-à-dire à grand M. Bon, le minimum c'est le contraire, hein, f de x est plus grand ou égal à petit m. Voilà. Alors les extrémums, ça regroupe les deux, maximum, minimum. Alors attention, hein, les fonctions n'ont pas forcément tous un maximum ou un minimum sur un intervalle, on pensait à 1 sur x par exemple. Alors on appelle ici un extrémum local. Alors, il faut bien comprendre cette idée-là, hein, ce n'est pas pareil qu'un extrémum. Un extrémum local, ici, c'est un extrémum sur un intervalle ouvert contenu dans D. Alors là, il faut bien comprendre l'idée. Ça veut dire qu'on ne prend pas les bords de notre intervalle ouvert, I, là, qui est contenu dans D, et à l'intérieur de cet intervalle, on a soit un maximum, soit un minimum. On parle à ce moment-là d'extrémum local. Je reviens ici. Voilà. Très clairement, regardez bien. Ici, si jamais je considère cette fonction définie sur grand R, eh bien, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. D'accord? Puisque là, ici, ça vient de moins l'infini, on se doute bien, et ça monte sans jamais s'arrêter. Par contre, à l'intérieur de grand R, on a deux, ici, extrémums locaux. Sur l'intervalle ouvert, par exemple, moins 2, 0, on a ici, en moins 1, un maximum local. Et sur l'intervalle ouvert 0, 2, par exemple, on a un minimum local, ici, en 1. Voilà, ça c'est un petit peu la subtilité, ici, de l'extrémum local. Alors, on pourra en reparler éventuellement dans les questions, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Mais c'est un sujet un peu délicat. En fait, il faut bien comprendre ici qu'on va être en présence, bien évidemment, d'une bosse vers le haut, d'une bosse vers le bas. C'est ça l'idée, en fait. Voilà. Je reviens donc au cours. Et donc, que va-t-il se passer pour ces extrémums ou extrémums locaux? Propriété directe, si une fonction est dérivable sur un intervalle i, admet un extrémum en alpha sur i, et si alpha n'est pas une borne,
donc on est à l'intérieur ici d'un intervalle, donc on est dans un ouvert, hein, on retire les bornes, et bien à ce moment-là, c'est sûr que f' de a égale 0. Alors, la démonstration, hein, eh bien, on va supposer que c'est un maximum. Hein, on pourrait supposer le minimum, peu importe, vous pouvez le faire d'ailleurs tout seul. Donc supposons que f soit un maximum donc sur un ouvert, donc un maximum local en fait, hein, c'est ça la propriété. Eh bien, alpha n'étant pas une borne de i, il existe un intervalle ouvert, on y vient, j inclus dans i autour de alpha, donc c'est bien un extrémum local, tel que f de alpha soit le maximum de f sur cet intervalle ouvert. Donc, si je prends h assez petit, donc représente 0, tel que alpha plus h appartiennent à mon intervalle ouvert, eh bien, il est clair que h soit positif ou négatif, comme la démonstration qu'on a faite avant. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? F de alpha plus h sera forcément plus petit que f de alpha, puisque f de alpha est le maximum. Donc, quand on va faire l'accroissement moyen, f de alpha plus h moins f de alpha sur h, d'accord? Si h est positif, au-dessus, le numérateur est forcément négatif, puisque f de alpha plus h est plus petit que f de alpha, mais h, lui, d'accord, il est positif. Donc moins sur plus, ça fait moins. Mais si h est négatif, c'est-à-dire je me mets avant alpha, f de alpha plus h moins f de alpha sera toujours négatif, puisque je rappelle que f de alpha plus h est plus petit que f de alpha, mais je divise par h qui est négatif. Moins par moins, c'est positif. Donc, nous venons ici de voir deux accroissements moyens, ici deux signes contraires. Donc, l'explication que je viens de donner complète les deux explications ici qui étaient toutes préparées. Hein. Donc là, ici, pour h positif inférieur ou égal à 0, pour h négatif supérieur ou égal à 0. Et donc, ces deux limites, ici, sont égales. Puisque, ici, à f' de a, hein, puisque la fonction f est dérivable en alpha. Donc ces deux accroissements moyens tendent vers f' de alpha. D'ailleurs, j'ai mis a, c'est alpha, hein, vous pardonnerez la petite erreur. D'ailleurs, je peux peut-être le mettre pour que ce soit plus joli. Voilà, f' de alpha. Et donc, nous avons f' de alpha qui est prisonnier entre un accroissement moyen qui est ici positif et un accroissement moyen qui est négatif. Ah bah, quel nombre est compris entre 0 et 0? On n'a pas trop le choix, hein. F' de alpha, c'est donc 0. Voilà, donc ça c'est une démonstration ici un petit peu longue, un petit peu technique, mais qui prouve que lorsque vous avez un extrémum local, maximum ou minimum, hein, eh bien la dérivée est nulle. Voilà, donc dans un exercice, hein, vous pouvez directement utiliser cette propriété, sans avoir à calculer la dérivée. Hein. Voilà. Énoncé réciproque. Alors l'énoncé réciproque, bien sûr, ici, c'est que se passe-t-il si f' de alpha est nul? Eh bien, prudence, puisque si je remonte un petit peu plus haut dans le cours, regardez bien, en 2, nous avons une dérivée qui est nulle. Est-ce pourtant un extrémum local? Eh bien non, pas du tout. Sur cet intervalle ouvert, 1, 3, eh bien en 2, nous n'avons pas d'extrémum local. Il faut faire bien attention. La nullité de la dérivée ne suffit pas. Il faut en plus y ajouter ici, bien évidemment, un changement de signe. Voilà. Donc si la dérivée f' s'annule en changeant de signe en alpha sur l'intervalle ouvert, hein, intervalle i ouvert, alors f admet un extrémum local en alpha. Voilà. Alors bien sûr, la démonstration ici est évidente puisqu'on se met en alpha sur un ouvert, hein, suffisamment petit pour avoir ici un changement de signe, donc moins plus ou plus moins, hein, je ne le complète pas hein, pour aller vite, et donc vous avez ici soit, si c'est moins plus, décroissante, croissante, un minimum, et si c'est plus moins, croissante, décroissante, bah, un maximum. Voilà, je vous laisse méditer sur la dernière ici application, quelle est la somme minimale que l'on peut obtenir en ajoutant un nombre positif et son inverse. Je vous laisse chercher un petit peu, réponse bien évidemment, dans la prochaine vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair, et je vous souhaite bon courage pour la suite.